Et je donne maintenant la parole à Michel Hourmand, qui n'a pas besoin d'être présenté ici, mais je suis particulièrement heureux de rappeler toutes ses contributions autour de l'histoire des arts à Venise, en commençant par peintre et commanditaire à Venise, Rome-Venise 1500-1600, les deux écoles de peinture et leurs échanges, et puis aussi, et plus récemment, quelque chose qui m'est très cher, Colorito, la technique des peintres vénitiens à la Renaissance, paru en 2016. Et je voudrais aussi rappeler ses travaux autour de la tradition des maîtres de l'histoire de l'art, Chastel, Warburg et ses héritiers, paru dans le volume André Chastel, Méthode et combat d'un historien de l'art, et puis aussi l'ekphrasis efficace, l'influence des programmes iconographiques sur la peinture du XVIe siècle, et beaucoup d'autres éléments de sa magnifique leçon. Donc je suis très honoré de lui donner la parole. Merci Monsieur le Président et merci Jean-Luc de m'avoir invité à cette passionnante rencontre. Jusqu'à présent, on a entendu des choses extrêmement profondes et sérieuses sur Aura Apollon. Ce que je vais vous présenter est plutôt de l'ordre du délire, en fait, et de ce qu'Aura Apollon peut provoquer chez certains de mes collègues historiens de l'art. En effet, dans son célèbre ouvrage intitulé La Tempesta Interpretata, que j'imagine beaucoup d'entre vous ont lu, Salvatore Settis consacre un long passage au rôle supposé que les Hieroglyphica auraient joué dans la conception de la tempête, l'une des œuvres les plus célèbres de Giorgione et l'une des rares qu'on puisse lui attribuer avec certitude. Settis rappelle, pour justifier son approche, l'accueil enthousiaste que tous les érudits de la Renaissance réservèrent à Aura Apollon, qu'ils considérèrent comme la révélation d'un mystère dans lequel il trouvait de nouvelles pistes pour allégoriser le monde et représenter par des symboles des notions abstraites comme le temps, les noces, la sûreté, la volupté ou la mort. Settis s'appuie naturellement pour son propos sur l'étude que beaucoup d'entre vous connaissent, l'étude fondamentale de Karl Giloff sur les hiéroglyphes à la Renaissance, die Hieroglyphenkunde des Humanismus in der Allegorie der Renaissance, dont Settis reprend les éléments essentiels pour montrer en particulier le rôle que Venise joua dans la transmission du traité d'Aura Apollon et plus généralement dans la passion hiéroglyphique qui s'empara de l'Europe au XVe et au XVIe siècle. On vient d'évoquer ici les inscriptions hiéroglyphiques du son et du polyphile, et comme vous le savez tous, c'est à Venise que fut édité pour la première fois le texte grec d'Aura Apollon par Aldomanus en 1505. Or, cette date, 1505, correspond précisément au moment d'épanouissement de la carrière de Giorgione, et même si la datation de la tempête et des trois philosophes est aujourd'hui débattue, on peut dire que très probablement ces deux œuvres furent peintes à peu près en même temps ou quelques années seulement après l'apparition du volume d'Inde. D'autre part, comme l'a souligné Nino Gabriele, les gravures et les inscriptions de Francesco Colonna eurent une postérité considérable parce qu'elles fournissaient un exemple éloquent de la manière dont on pouvait utiliser ces symboles pour construire des phrases complexes et créer une véritable syntaxe. Alors que l'édition d'Aura Apollon par Alde était privée d'illustration, celle du polyphile fournissait une source magnifique pour les artistes, et elles furent d'ailleurs considérées par les philologues, notamment par Filippo Fasanini dans l'introduction de sa traduction des Hieroglyphica en 1517, comme authentiques. Ainsi, comme l'écrit encore Giloff, le polyphile et l'édition d'Aura Apollon se complétaient, je cite Giloff, marchaient main dans la main et se faisaient en quelque sorte de la publicité l'une à l'autre. Quant à Aura Apollon, Settis rappelle encore une fois, en suivant Giloff, qu'il fut peut-être étudié par une personnalité très intéressante, Fra Urbano dalle Fosse, un moine qui vivait dans ces années-là à Venise et y enseignait, nous dit Settis, au sein d'un cercle d'érudits qui s'occupait de hiéroglyphes, en combinant le savoir tiré d'Aura Apollon avec des textes grecs et latins, ainsi qu'avec le grand héritage de la culture biblique et ecclésiastique médiévale.
C'est en effet Carl Giloff, encore une fois, qui avait cherché à faire apparaître le rôle que Fra Urbano avait pu jouer dans les recherches sur l'écriture des Égyptiens à Venise, et Giloff supposait même que ce personnage aurait pu inspirer Francesco Colonna ses hiéroglyphes, même si, comme l'a rappelé Lino Gabriel, il n'y a aucun lien entre les deux, puisque les deux hommes, Fra Urbano et Colonna, se rencontrèrent peut-être dans le couvent de San Domenico à Trévise. C'est encore Giloff qui le dit. En tout cas, comme on le sait, et Sétis le rappelle encore, le fruit lointain de certaines recherches de Fra Urbano fut l'apparition en 1556 des Hieroglyphica de Pierio Valeriano, son neveu, qui fit des hiéroglyphes un langage sacré au travers duquel on pouvait découvrir la véritable nature des choses divines et humaines. Pierio Valeriano rappelle en effet, en préface à son célèbre ouvrage, qu'il prenait un plaisir particulier aux conversations avec son oncle, Fra Urbano donc, lorsque celui-ci lui apprenait quelque chose d'utile pour l'étude des hiéroglyphes. On connaît aussi la fortune, et Sétis la rappelle, des hiéroglyphes auprès de certains artistes de l'époque. C'est à Venise que Dürer acheta peut-être un exemplaire du Songe de Polyphile et qui commença ainsi probablement à s'intéresser aux hiéroglyphes avant d'illustrer lui-même, comme on le verra quelques années plus tard, la traduction d'Horapollon préparée par son ami Pierre Keimer et d'utiliser ces hiéroglyphes dans son arc de triomphe de Maximilien. L'un des témoignages les plus anciens, l'un des témoignages, voilà, donc évidemment Pierio Valeriano, l'un des témoignages les plus anciens de l'intérêt des peintres vénitiens dans le domaine des hiéroglyphes et l'obélisque que Gentile Bellini, représentant à l'arrière-plan de sa prédication de Saint-Marc à Alexandrie. Je vous montre ici le détail. Et Giloff évoque aussi les hiéroglyphes dont Bernardo Parenzano dans les années 1490, puis Girolamo del Santo dans les années 1540, ornèrent le cloître du monastère de Santa Giustina à Padoue. Je vous montre ici les peintures de Girolamo del Santo qui reprennent, comme vous le savez, plusieurs des hiéroglyphes du polyphile. Donc, vous voyez le détail. Où est-ce qu'il y a un pointeur ici ? Je vois pas. Bon. Donc, vous voyez au centre, dans le médaillon au centre, et vous reconnaissez le hiéroglyphe de Colonna à droite, et toujours au centre, un autre hiéroglyphe, la femme assise, que l'on retrouvera plus tard. Bien. Dans l'une de ses études les plus célèbres, Panofsky avait vu, beaucoup plus tard, dans l'allégorie de la prudence de Titien, aujourd'hui à la National Gallery, un autre témoignage, même s'il est beaucoup plus tardif, de la fortune d'Horapollon et des hiéroglyphes auprès des artistes vénitiens, en rapprochant la représentation du monstre tricéphale de Titien de celle du monstre tricéphale de Sérapis, que Pierio Valeriano, dans ses Hieroglyphica, associe déjà à la prudence. On a aussi proposé que l'impresa de Titien, qui représente, comme vous le savez, un ours en train de donner une forme à son petit en le léchant, s'inspire du hiéroglyphe d'Horapollon, qui signifie un homme atteint de malformation congénitale, même si le sens que Titien donnait à cette image était bien différent, comme l'explique le motto de son impresa, Natura potentior ars, et même si, comme nous l'avons vu aussi hier, les observations éthologiques d'Horapollon se retrouvent dans beaucoup d'autres sources. On connaît aussi la fascination de Lotto pour ce type d'écriture symbolique, qu'il utilise notamment dans les couvercles des marqueteries de Bergame, pour indiquer par exemple la faveur de l'Éternel et sa réprobation par une main ouverte à laquelle sont associés un laurier et une verge, ou la présence de Dieu par un œil. Lotto emploie aussi des hiéroglyphes rébus, comme dans le portrait de Luncina Berembati, dont le prénom est évoqué en haut par une lune, portant en son centre les lettres Chi, c'est-à-dire Lu, Chi, Na. Sétis invoquait donc ce contexte et la figure de Pierio Valeriano pour établir un lien entre Horapollon, Giorgione et la tempête. Il rappelait à ce propos qu'avant de publier les Hieroglyphica, Pierio Valeriano avait fait paraître en 1517 un petit traité, le De Fulminum Significatione, dont il reprend ensuite le contenu dans un chapitre de son grand ouvrage, c'est-à-dire les Hieroglyphica. La foudre et l'éclair sont évidemment liés par Pierio Valeriano à la figure de Jupiter.
Chez Aurapollon, en revanche, l'éclair est censé signifier une voix lointaine, car rien ne se répand plus loin que le tonnerre. Une telle voix lointaine ne pourrait être, selon Cétis, que celle de Dieu, ce qu'il n'a nulle difficulté à illustrer par différentes citations tirées des psaumes. Cétis rappelle à ce propos que parmi les illustrations que Dürer avait préparées pour sa traduction d'Aurapollon, on trouvait précisément, et vous le voyez ici, le hiéroglyphe de la foudre et du tonnerre. Le paysage de la tempête devient ainsi, pour Cétis, une sorte de hiéroglyphe gigantesque qui évoquerait la présence de Dieu ainsi que sa colère, ce qui lui permet de confirmer l'interprétation qu'il propose pour ce tableau. Comme plusieurs de vous le savent, Cétis suppose en effet que nous voyons là Adam et Ève et Caïn après qu'ils eurent été chassés du paradis terrestre. Ce sujet serait cependant recouvert d'un voile qu'Aurapollon a contribué à tisser, et je cite ici encore Cétis. Les autres éléments du paysage dériveraient également de la même science des hiéroglyphes, du monde naissant des emblèmes qui avait alors une grande actualité à Venise en raison de sa nouveauté et du prestige de ses adeptes. Ce serait le cas en particulier des deux colonnes brisées, qui ne seraient pas la simple représentation d'une ruine antique, Cétis souligne à ce propos leur incongruité d'un point de vue architectural, mais une sorte d'emblème que Cétis relie au revers d'une médaille d'Antonio Marescotti, que voici, dans laquelle la foudre frappe une colonne pour signifier la mort de la bien-aimée du commanditaire, ainsi qu'avec d'autres images, notamment dans le polyphile, pour proposer d'y voir là aussi un emblème ou un hiéroglyphe de la mort, la première conséquence du péché originel. Cétis n'est pas le premier en réalité à avoir avancé l'idée d'un lien entre Giorgione et les hiéroglyphes. En effet, comme vous pouvez l'imaginer, ce terme s'insère logiquement dans les multiples tentatives de déchiffrement que l'on a proposées pour les œuvres du peintre. Comme on le sait, ces tentatives tiennent souvent du délire, car on a voulu lier ces tableaux avec toute une culture ésotérique ou magique, et dans ce cadre, la référence à l'Égypte et à son écriture sacrée fait naturellement partie des lieux communs. L'un des exemples les plus caractéristiques de cette attitude est un ouvrage qui a eu un certain retentissement de Gustav Friedrich Hartlaub intitulé Giorgiones Geheimnis, ein kunstgeschichtliches Beitrag zur Mystik der Renaissance, paru à Munich en 1925, qui fut suivi d'un article du même auteur intitulé Giorgione und der Mythos der Akademien, paru dans le Repertorium für Kunstwissenschaft en 1927. Giorgione est relié par Hartlaub, comme par beaucoup d'autres, à la tradition hermétique, dont fait partie ce qu'il appelle la mystique des hiéroglyphes, associée au néoplatonisme, à la Kabbale, à la théosophie et à la magie. Hartlaub évoque d'ailleurs à plusieurs reprises l'article de Guilloff à ce propos. Les recherches ésotériques auxquelles Giorgione fait appel auraient été développées dans les premières académies italiennes, dont Hartlaub fait des sortes de sociétés secrètes, des précurseurs des loges maçonniques. Parmi ces cercles, il mentionne notamment les Compagnie della Calza, ces compagnies qui réunissaient les jeunes patriciens vénitiens de l'époque, mais surtout l'Académie d'Aldemanus, dans laquelle, je cite Hartlaub, la mystique des hiéroglyphes et les images symboliques auraient joué un grand rôle. Le portrait dit d'Antonio Brocardo à Budapest, qui a souvent été attribué à Giorgione, représenterait l'un des membres de ces cénacles, auxquels renverraient les signes mystérieux que vous voyez sur le parapet en bas, notamment ce chapeau avec la lettre V que l'on voit à gauche et cette espèce de camée avec un buste tricéphale au centre. La tempête serait ainsi l'évocation d'une sorte d'initiation. Comme Cétis, Hartlaub qualifie les colonnes brisées au premier plan, mais aussi le curieux édifice à arcade, qui se trouve juste derrière, de motifs énigmatiques de Semeia Hieroglyphica, et je le cite encore au sens de Johannes Reuchlin, c'est encore Hartlaub qui dit. L'équerre et le compas des trois philosophes, une autre œuvre certaine de Giorgione, appartiendrait, que tient le personnage à gauche, appartiendrait également à ce langage ésotérique qui établit un lien entre les humanistes de la Renaissance et les Rose-Croix ou les francs-maçons, dont les recherches, je vous montre ici une médaille maçonnique, où vous retrouvez l'équerre et le compas, dont les recherches et les préoccupations ne sont séparées que par des nuances de celles de leurs prédécesseurs du XVe et du XVIe siècle. Les trois philosophes auraient d'ailleurs été destinés à décorer la salle d'une de ces académies secrètes dont ils auraient en quelque sorte illustré les rites. Il y a donc, nous dit encore Hartlaub, une continuité entre la tempête, les trois philosophes d'une part, et la flûte enchantée de Mozart de l'autre.
Giorgione appartient à une sorte de vaste groupe occultiste au sein duquel il faut également compter Pierre Keimer, l'ami de Dürer et l'auteur de la traduction d'Or-Apollon, que celui-ci illustra, Marcille Ficin et Johannes Reuchlin. On se rend compte, encore une fois, que de telles hypothèses prennent vite un caractère délirant, mais elles continuent encore à jouer un rôle dans les interprétations qui s'accumulent toujours autour des quelques centimètres carrés de la tempête ou des trois philosophes. L'idée d'un Giorgione égyptien est en particulier très présente chez un historien italien, Maurizio Calvesi. Celui-ci commence en particulier dans un article de 1970 en regrettant qu'Edgar Windt, l'un des rares disciples de Warburg à s'être intéressé à Giorgione, et dans un ouvrage consacré au peintre, était si indifférent aux problèmes philosophiques de la peinture de Giorgione et se soit montré hostile à toute proposition de lecture hermétique de son œuvre. Il s'en étonne en rappelant le rôle joué par l'Institut Warburg dans l'étude de la tradition hermétique, notamment avec l'ouvrage célèbre de Francis Yates, Giordano Bruno et la tradition hermétique, qui venait alors d'être traduit en italien. Et donc Calvesi prétend, lui, se servir pour sa propre interprétation. Selon lui, Hermès Trismégiste se reconnaît partout chez Giorgione, et on pourrait notamment l'identifier avec le berger de la tempête. Pour justifier son hermétisme, Calvesi n'hésite pas à faire de Giorgione, une idée aussi qui revient assez souvent, même aujourd'hui, un juif, ce qui permet évidemment d'expliquer ses liens avec la Kabbale, ainsi qu'à proposer une lecture de ses œuvres au travers des Dialoghi d'Amore de Léon Lébreux. La Verge du berger, dans la tempête, est l'attribut de Mercure, Hermès donc, qui représente en particulier, je cite Calvesi, l'intellect spéculatif de la science. Les deux arcades de la ruine qui se trouvent juste derrière la figure correspondraient aux deux domiciles de la planète Mercure, alors que le demi-cercle au bout de cette espèce d'élément antique, si vous voulez, ferait allusion à la conjonction astrale entre Mercure et Jupiter. Je n'entre pas dans le détail. Mais ce Mercure est bien un Hermès égyptien, et donc Hermès Trismégiste, celui qui enseigna à Platon sa doctrine et l'initiateur des mystères partagés entre la sagesse grecque et Moïse. Pour le démontrer, Calvesi s'attarde sur un détail minuscule du tableau. Tout doit faire sens pour décrypter l'énigme, comme l'affirme Sétis. Il s'agit du petit oiseau que l'on devine perché sur un toit, j'espère que vous le voyez, c'est cette vague trace fantomatique au-dessus du toit, sur le toit d'une des maisons à l'arrière-plan. Ce serait évidemment un ibis, dont la source iconographique serait à rechercher tout simplement dans la très célèbre mosaïque nilotique de Palestrina. Avec effectivement ce détail. Alors là, je n'ai pas de pointeur, mais je pense que vous le devinez tout à fait sur la gauche de l'image. Vous voyez une tour autour de laquelle volent des ibis. Mais comment Giorgione aurait-il pu connaître cette mosaïque alors que personne n'a supposé qu'il a jamais été dans le Latium ? Nous retrouvons ici Francesco Colonna. En effet, Maurizio Calvesi est à l'origine d'une autre hypothèse, elle aussi passablement farfelue, sur l'auteur du Polyphile, qui ne serait pas, comme on avait cru l'établir, un moine vénitien du couvent de Sanzani, Polo, une figure bien trop insignifiante pour avoir conçu une œuvre aussi originale, mais un membre de la famille romaine des Colonna, un fils de Stefano Colonna, seigneur de Palestrina, ce qui lui aurait permis donc de transmettre la mosaïque nilotique à Giorgione. On trouve en effet, donc c'est ce que je vous ai montré, dans la mosaïque de Préneste, une tour autour de laquelle volent des ibis. Giorgione se serait donc servi de ce détail pour situer la tempête en Égypte, exactement comme Poussin le ferait plus d'un siècle plus tard, dans son repos de la fuite en Égypte de l'Ermitage, où en effet, vous voyez à droite du tableau, et là c'est vrai que Poussin reprend clairement la mosaïque de Palestrina, on voit effectivement dans le détail à droite du tableau, à l'extrême droite, la tour avec les ibis qui provient donc de la mosaïque de Préneste. Donc, Giorgione, prédécesseur de Poussin. Mieux encore, tout le fond de la tempête, selon Calvesi, pourrait avoir un rapport avec la mosaïque de Préneste et avec la citadelle au bord de l'eau, en particulier le détail de la tour qui porte dans le tableau au-dessus du portail un lion, dans la peinture de Giorgione, et dans la mosaïque, ce serait l'équivalent de cette porte avec un aigle. Donc il y aurait là aussi une citation de Giorgione de la mosaïque de Préneste. Tout dans le tableau aurait donc une signification magico-astrologique sur laquelle je ne reviendrai pas en détail, et l'hermétisme serait le point commun donc entre le polyphile et la tempête. Contrairement à Hartlaub, Calvesi n'évoque pas le nom d'Or-Apollon et il ne voit pas de hiéroglyphes parmi les multitudes de symboles qu'il a
déchiffré dans la tempête et les trois philosophes, mais il s'attarde sur l'usage kabbalistique que Giorgione ferait des lettres romaines, notamment dans les mystérieuses inscriptions qu'on trouve sous certains de ses portraits, comme celui de la National Gallery de Washington, qui avait déjà été mentionné par Hartlaub. Il faut reconnaître que face à Hartlaub et Calvesi, l'hypothèse de Cétis pourrait paraître plus rationnelle. Je ne crois pas cependant qu'elle soit beaucoup plus fondée. D'ailleurs, plus personne ne croit aujourd'hui, comme il l'avait proposé, que la tempête représente Adam et Ève. Mais elle me semble l'occasion de poser quelques questions sur la façon dont nous, historiens de l'art, lisons les peintures. De ce point de vue, d'ailleurs, d'une manière générale, Giorgione est sans doute un champ d'expérimentation particulièrement riche, puisqu'il a été l'objet de toutes les approches et de tous les types d'interprétations imaginables, et permet donc de nous interroger sur nos méthodes. Disons tout d'abord qu'un contexte historique ne suffit jamais à justifier une interprétation. Ce n'est pas parce que certains érudits vénitiens et certains artistes de son temps s'intéressaient aux hiéroglyphes et à Apollon que les œuvres de Giorgione doivent être lues comme des hiéroglyphes. De même que ce n'est pas parce que certains de ses commanditaires ou de ses proches se passionnaient pour l'alchimie que l'on doit penser que ces tableaux sont pleins de symboles alchimiques. Nous devons être avant tout attentifs aux images elles-mêmes, à la façon dont elles se présentent à nous. De ce point de vue, si nous comparons la tempête à des œuvres qui utilisent effectivement les hiéroglyphes, nous voyons surtout que la toile de Giorgione est très singulière dans un tel contexte. Elle n'a évidemment rien à voir avec les gravures hiéroglyphiques du polyphile, quoi qu'on en ait dit parfois. Ce qui caractérise les hiéroglyphes du polyphile, c'est qu'ils se présentent immédiatement à nous comme des énigmes à déchiffrer. Lorsque nous voyons cette femme assise, la jambe en l'air, avec une tortue dans une main et des ailes dans l'autre, nous ne pouvons que nous interroger. Le caractère énigmatique de la tempête ne me paraît pas du même ordre. Il n'y a pas d'impossibilité ou de bizarrerie dans l'image qui nous indiquerait que le tableau ou certains éléments doivent être lus de manière allégorique. Certes, la relation entre les deux figures est obscure. Leur expression, surtout le regard direct que nous adresse la femme, paraît indéchiffrable. On peut se demander pourquoi la femme est nue. Nous manquons donc d'éléments pour savoir ce qui se passe. Mais cette étrangeté d'un tout autre ordre, que les incongruités premières d'une image symbolique. La nudité, le regard étrange de la femme de la tempête n'ont rien à voir avec la tortue ou les ailes de la femme du polyphile. On peut aussi comparer le tableau de Giorgione avec le célèbre portrait de Maximilien par Dürer qui chante la gloire de l'empereur dans le langage d'Apollon. Encore une fois, les deux images n'ont rien à voir. Dans la gravure de Dürer, nous sommes immédiatement conscients que cette sorte de bric-à-brac avec une accumulation d'animaux est incompréhensible, sans le commentaire qui va permettre d'en traduire les éléments. Nous sommes immédiatement conscients que cette accumulation doit être décomposée par un commentaire pour être décryptée. Pour percevoir la présence d'un hiéroglyphe, il faut aussi pouvoir l'isoler comme signe. Cette opération va de soi dans les inscriptions de Francesco Colonna, elle va aussi de soi dans les couvercles des marqueteries de Lotto que je vous ai montrées. Elle peut devenir plus complexe au sein d'un paysage ou d'un portrait. Ainsi, dans le portrait de Lucina Brembati de Lorenzo Lotto qu'on a vu au début, c'est le CI inscrit au sein de la Lune qui nous permet de comprendre que cette lutte est en quelque sorte davantage qu'elle-même. Mais qu'est-ce qui nous permet dans la tempête de dire que l'éclair est autre chose que lui-même? Lotto, toujours lui, est l'auteur de paysages symboliques, dont l'un est contemporain de la tempête. Il s'agit de cette allégorie de la vertu et du vice, aujourd'hui à la National Gallery de Washington, qui fut peinte en 1505 pour servir de couvercle au portrait de Bernardo de Rossi, aujourd'hui conservé à Capodimonte. On a également relié ce tableau aux recherches sur les hiéroglyphes de certains lettrés vénitiens que nous avons évoqués au début, en affirmant notamment que Lotto aurait pu rencontrer Piero Valeriano dans l'entourage de son commanditaire, donc Bernardo de Rossi, évêque de Trévise. Quoi qu'il en soit, même s'ils sont proches du point de vue des formes et du style, le paysage de Lotto est profondément différent de celui de la tempête. Dans l'allégorie, le message moral est tellement clair que nous n'avons aucun mal à lire chaque élément du paysage comme un signe. Nous comprenons immédiatement que l'arbre a une valeur symbolique à cause de sa taille, de sa position au centre du tableau dont il définit la bipartition rigoureuse, de l'opposition entre le tronc brisé et la branche qui renaît, que complète tout l'arrière-plan du tableau, le naufrage et le satyre à gauche, le pouteau recueillant les symboles des différents arts à droite et le petit pouteau faisant l'ascension du monde ou de la vertu également à gauche. Tout dans ce paysage a un sens que nous interprétons immédiatement. Et nous voyons là, sans conteste, ce qu'on appelle un paysage moralisé. Rien de tel avec la tempête, où aucune rupture d'échelle, aucun contexte ne vient nous encourager à percevoir la nature emblématique de l'éclair.
Même si les colonnes ou l'édifice, malgré les incongruités architecturales soulignées par Sétis, peuvent fort bien s'expliquer par le goût pittoresque de la ruine antique, même les colonnes ou l'édifice, malgré les incongruités architecturales soulignées par Sétis, peuvent fort bien s'expliquer par le goût pittoresque de la ruine antique, comme c'est d'ailleurs le cas dans les illustrations du polyphile. Il me paraît donc difficile de ranger la tempête dans la tradition des paysages moralisés ou des paysages emblématiques, dans la mesure où aucun élément n'est présenté comme un signe à interpréter, puisqu'aucun ne vient rompre la continuité de l'espace pictural. On peut aussi comparer le prétendu hiéroglyphe signalé par Sétis aux illustrations de l'édition de Rapelon par Jacques Kerver, paru à Paris en 1543, dont Anna Baïdova nous reparlera bientôt. En effet, celle-ci situe des hiéroglyphes de Rapelon dans un paysage, ce qui pourrait favoriser le parallèle avec la tempête. Or, là aussi, même si le texte vient naturellement chaque fois aider le lecteur à saisir le sens de la gravure et à identifier son contenu, le graveur choisit de mettre le signe en évidence parmi les autres éléments de l'image, notamment par une rupture d'échelle. Ainsi, dans cette image qui montre le scarabée, l'insecte est agrandi démesurément, sa couleur noir foncé permet de le distinguer immédiatement. On peut observer, en revanche, que les ruines antiques ont ici un rôle purement décoratif, si je puis dire, ce qui peut confirmer notre hypothèse concernant les colonnes de la tempête. On peut aussi comparer le hiéroglyphe qui représente la voie lointaine, dans la même édition de Rapelon, avec le tableau de Giorgione, pour confirmer les différences que nous venons d'évoquer. En effet, encore une fois, le signe prend place au sein d'un paysage, ici une tempête sur la mer, mais on voit bien, de nouveau, que tout est fait pour attirer notre attention sur la dimension symbolique de l'éclair qui occupe la moitié de l'image. On pourrait objecter que Giorgione a peut-être voulu voiler en quelque sorte ces hiéroglyphes, et on pourrait évoquer à ce propos le concealed or disguised symbolism qu'évoque Panofsky à propos des primitifs flamands. Mais cela ne répondrait nullement à la question posée. Qu'est-ce qui, dans la tempête, nous contraint à analyser tel ou tel élément comme un emblème ou un symbole? D'une manière générale, je crois que le recours aux hiéroglyphes pour comprendre Giorgione est, comme beaucoup d'hypothèses qui ont été lancées à propos des œuvres du peintre, une erreur fondamentale. En effet, le hiéroglyphe, tel que le concevaient les hommes de la Renaissance, même s'il pouvait apparaître mystérieux, s'épuisait en quelque sorte, comme tous les signes, dans son interprétation, dans la résolution de l'énigme qu'il représentait, même si, nous l'avons vu, un grand nombre d'interprétations pouvaient être données en même temps d'un même signe. La tempête, comme le prouve l'accumulation incessante des commentaires auxquels elle a donné lieu, accumulation que rien ne paraît pouvoir arrêter, ne peut être considérée comme une énigme à résoudre, puisqu'aucune résolution ne parvient à en épuiser le sens. Dans le polyphile, une fois que nous avons compris que la femme qui tient une aile et une tortue dans sa main est une sorte d'invitation à la modération, nous en avons en quelque sorte terminé avec l'image. Avec la tempête, nous n'en avons jamais terminé. Certes, ce caractère inépuisable se nourrit probablement de la fortune critique que l'œuvre connaît depuis le XIXe siècle, une interprétation en provoquant une autre, et ainsi de suite à l'infini. Mais il y a bien quelque chose dans l'image même qui, je crois, provoque cette espèce de suspension indéfinie du sens. Même en admettant, ce que je n'admets pas, que nous voyons ici Adam et Ève, ou n'importe quel autre personnage, comment expliquer le regard de la femme, l'indifférence de la femme et de l'homme aux éléments déchaînés à l'arrière-plan? Le hiéroglyphe de la Renaissance est une sorte d'idéogramme qui exige une interprétation. L'œuvre de Giorgione, au contraire, provoque une sorte d'opacité indéfinie entre la peinture et son commentaire qui le distingue de manière radicale de toute la production allégorique de l'époque. Je vous remercie. Par ce brillant exposé, M. Orkman nous a bien montré que les hiéroglyphes nous apprennent quelque chose, l'éclair, la voix lointaine, et nous voyons bien que nous sommes dans ce contexte d'une voix lointaine et que il faudrait prendre l'un des titres des livres consacrés à la tempête, Tempesta Interpretata, le renverser après vos exposés dans Tempesta Interpretanda, n'est-ce pas? Et je crois que vraiment, vous nous avez porté une contribution fondamentale avec plein de caves, et que cette mystique des hiéroglyphes a eu un moment de grande, je dirais, de grand épanouissement au XXe siècle, mais encore une fois, puisqu'on est dans cette maison, il faudrait dire que toutes les versions du mythe appartiennent au mythe et que, fort heureusement, la Tempesta reste un magnifique mythe pour nous exercer
Et je vous remercie aussi pour avoir rappelé ce contentieux infini qui déchire un peu la critique italienne entre le colonne vénitien, le colonne romain, et vous avez encore contribué avec Palestrine à montrer comment les choses se compliquent dans la tradition exégétique. Merci infiniment.